Bonjour à tous et bienvenue dans notre 24e session des masterclass, 22 sessions régulières et 2 sessions exceptionnelles, une avec Charles Dallara, qui est l'ancien secrétaire d'État au Trésor de George Bush, George l'Ancien, et Jean-Claude Trichet. Dallara était venu nous parler de l'économie mondiale il y a 4 ans maintenant, et Jean-Claude Trichet, juste au mois de juin 2020, était venu nous décrire comment il voyait la sortie de crise après le confinement. Et je dois dire, en relisant les notes de cette conversation que nous avons eue avec Jean-Claude Trichet, c'est impressionnant de voir comment il avait une vue claire de ce qui se passerait dans les semaines et les mois suivants. Donc, pourquoi avons-nous, Madame Martinon et moi, créé les masterclass? Nous avons créé les masterclass pour aider à la communication des entreprises, la communication de ce que les entreprises font bien et de ce qui est insuffisamment connu. Ce qui est insuffisamment connu, en France, les entreprises n'ont en général pas une bonne réputation, les chefs d'entreprise n'ont malheureusement pas une bonne réputation, et ceci est tout à fait dommageable. C'est dommageable pour l'économie, c'est dommageable pour la France, c'est dommageable pour l'état d'esprit de tous nos collaborateurs. Donc l'idée, elle est bien de communiquer sur ce que nous faisons de bien. Nous faisons de bien en matière de recrutement, nous faisons de bien en matière de formation, nous faisons de bien en matière sociale, nous faisons de bien en matière environnementale, nous faisons de bien en matière d'équilibre, de justice homme-femme. Et c'est aujourd'hui le sujet. C'est un sujet qui est rebattu, mais c'est un sujet auquel il est toujours indispensable de revenir. Et c'est indispensable de revenir parce que ça fait partie des critères de succès d'une entreprise. Donc, nous avons 3 intervenants qui, chacun dans son domaine, a été très actif dans ce secteur. Et je laisse à Madame Martinon le soin de les présenter. Merci Pierre pour cette introduction, merci à tous et merci à Anne de nous accueillir ici. C'est parce que c'est grâce à elle si on a pu avoir accès à Roland Berger. Anne, je vous demanderai tout à l'heure de te présenter parce qu'on se tutoie. Ça fait la énième fois que tu viens échanger au sein des Leaders Masterclass. De la même manière que Marie, vous êtes maintenant, j'allais dire les argonautes, mais c'est peut-être pas le mot, vous allez me dire non, on n'est pas si vieux que ça. Donc l'idée, c'est vraiment de faire tourner la parole. Alors je ne vous oublie pas, Président, je me permets de vous appeler par votre prénom, parce que nous avons pour habitude d'appeler tous les intervenants par leur prénom. Ça fait partie de ce qui fait notre signature, notre manière d'être, c'est-à-dire on s'appelle tous par les prénoms. Donc pour commencer, Anne, peux-tu s'il te plaît te présenter en quelques mots pour les gens qui ne te connaissent pas ou qui ont oublié, parce qu'ils n'ont pas lu la presse, mais ce serait bien de revenir un peu sur ton petit parcours, Anne, pardon. Eh ben donc, je suis Anne Bioulac, je suis vice-présidente chez Capgemini où je m'occupe des activités data et analytics pour les clients. Alors en effet, je suis particulièrement émue d'être ici chez Roland Berger aujourd'hui parce que c'est quand même une société où j'ai œuvré pendant plus de 13 ans, voilà, où j'ai eu le plaisir de co-diriger les équipes de Paris. Voilà, et puis depuis mon départ, il y a un peu plus de 2 ans, j'ai fait un passage dans l'entrepreneuriat. Voilà, parce que j'avais envie un peu de découvrir le monde fou de la tech. Et malheureusement, il y a eu un peu le Covid qui a rendu les choses un peu plus compliquées, mais qui ont rendu ces expériences extrêmement vivantes et enrichissantes. Voilà, j'ai compris plein de choses à ce moment-là. Et donc maintenant, voilà, je suis dans une société assez connue, un leader dans la partie technologique, et c'était vraiment ce que j'avais envie de faire de la data et de l'IA à l'échelle et en vrai. Vous êtes vice-présidente donc chez Capgemini, donc vous êtes en charge de la data et... Exactement. Data, intelligence artificielle, analytics, sur toutes les parties qui traitent du client final. Et vous êtes aussi très engagée auprès des femmes.
Alors, depuis toujours. En fait, depuis toujours, pour être honnête, pas forcément, parce que j'avoue qu'au début de ma carrière, c'était pas quelque chose qui m'a marqué. J'avais pas l'impression, en fait, je me définissais pas en tant que femme, quoi. Je me sentais pas différente. Je me disais, je suis une consultante. Quand j'étais là, j'étais consultante et j'ai senti, voilà, je progressais et je sentais pas du tout d'être pénalisée par mon sexe. C'est plutôt après, en fait, en vieillissant et en réalisant aussi potentiellement, je ne sais pas si je parlerai de désert féminin à certains niveaux des organisations, mais en tout cas un manque de diversité, où là je me suis dit, mais si moi, avec le parcours que j'ai, je ne m'engage pas pour ça, je ne fais pas en sorte que les choses changent, il n'y a pas de raison qu'elles changent. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur et en effet je m'occupe ou en tout cas je participe à plusieurs programmes. L'EFEA, qui a été créé par l'ancienne ambassadrice du Canada en France, qui vise à développer l'ambition des femmes, parce qu'on va en parler. Je pense que ce qui est important, c'est que les femmes aient de l'ambition et qu'elles osent avoir cette ambition, et je pense que c'est souvent ça qui est compliqué. Et j'ai beaucoup travaillé aussi sur le développement des femmes en Afrique avec Women in Africa, et je continue à y être très engagée. Voilà, pour pousser l'entrepreneuriat des femmes en Afrique, parce que je pense que l'avenir de la société passe aussi par les femmes. Alors, Marie, je me tourne vers toi, vers vous. Alors, parfois, je glisse, je vous vois, toi, mais c'est très on bien. se tutoie normalement. Donc, Marie, vous êtes une femme de chiffres. Vous êtes expert comptable. Depuis peu, vous avez pris la tête en France du groupe KPMG. Je vous laisse vous présenter comme Anne vient de le faire. Je sais que vous avez plusieurs casquettes, mais peut-être pour revenir très rapidement sur votre parcours. Marie. Oui, alors j'ai un parcours assez classique puisque après une école de commerce, je suis rentrée dans les métiers de l'audit et du conseil que voilà, j'exerce avec passion depuis plus de 30 ans maintenant, en travaillant énormément auprès des grands clients. C'est plutôt mon domaine de spécialité, principalement en audit, mais aussi en conseil. Et c'est à cette occasion que j'ai eu le plaisir de rencontrer Pierre. Et j'ai pris mes fonctions de présidente du directoire de KPMG début mai dernier. Alors moi, je ne me définis pas vraiment comme une femme de chiffres parce que nos métiers ne sont pas seulement des métiers de chiffres, ce sont des métiers dans lesquels le relationnel a énormément de poids, ce sont des métiers de jugement, ce sont des métiers de conseil, d'accompagnement. Et je crois beaucoup à ça. Et si je suis rentrée dans ces métiers, c'était pour faire plutôt un 3e cycle, quelque part, pour 3 ans. Et en fait, 30 ans après, j'y suis toujours pour cette dimension relationnelle, pour cette dimension autour de l'innovation aussi, parce que moi, c'est vraiment un domaine qui m'a énormément intéressée, à tel point que depuis 1998, je me suis spécialisée dans tous les secteurs des technologies, des médias et des télécoms. Et voilà, et c'est ce foisonnement et c'est cette innovation continue qui m'intéresse. Alors bien sûr technologique, et je rejoins les préoccupations et les points d'intérêt de Anne, mais aussi dans l'innovation managériale, dans l'innovation humaine, j'allais dire. Et moi, je crois beaucoup à l'audace collective. Et c'est pour cette raison que depuis de nombreuses années, je me suis intéressée à la diversité. Et pas forcément la diversité comme revendication, mais la diversité comme richesse, richesse dans l'entreprise, richesse dans l'expérience au quotidien. Et puis, plus que jamais, j'y crois fortement parce que là, il faut vraiment qu'on fasse bouger les lignes. Et donc, on a besoin de tous les types de profils. Les femmes, bien sûr, mais aussi toutes les générations, mais aussi des profils très différents de ceux que parfois on a un peu trop concentrés dans nos cabinets. Donc, voilà, j'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir. Président, je me tourne vers vous, Jean-Luc. C'est vrai que vous m'avez autorisé de vous appeler par votre prénom. Je dois avoir 10 000 salariés qui m'appellent Jean-Luc, donc il n'y a pas de difficulté. Mercedes Serra, l'une des marraines des masterclass, m'avait dit il y a quelques années, il faut absolument inviter Jean-Luc. Alors je ne comprenais pas. Elle me dit, Jean-Luc, tu l'invites. Il va te parler des femmes, c'est l'un des rares patrons qui poussent les femmes alors qu'elles ne veulent pas, leur donne des postes à responsabilité, les pousse à les prendre vraiment dans les usines, dans les métiers d'hommes. Elle me dit, Mirabel, il faut absolument que Jean-Luc vienne partager tout ce qu'il a mis en place parce que c'est quelqu'un d'important qui pousse les femmes, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Donc, Jean-Luc,
je vous laisse vous présenter en dehors de ce que je viens de dire sur vous, que votre recommandation de Mercedes sera. Je ne suis pas sûr que la recommandation de Mercedes soit parfaite, parce que je dirais dans mon exposé, je pense qu'en matière de diversité homme-femme, on n'est pas du tout exceptionnel, mon entreprise, même si on a une très grosse volonté sur le sujet, ce qui est différent. Par contre, en matière de combat contre les discriminations sur l'ensemble, c'est-à-dire, ces discriminations, c'est on ne recrute pas de jeunes, on vire les vieux, et donc, premier sujet de discrimination. On ne recrute pas de non-diplômés, donc deuxième sujet de discrimination. Et effectivement, la discrimination homme-femme, et bien évidemment, la discrimination que tout le monde connaît, on ne veut pas de noirs, on ne veut pas de musulmans, on veut pas... Et tout ça. Donc, quand moi, j'ai créé mon propre groupe, j'ai commencé à la Générale des Eaux, où j'ai dirigé à peu près 15 000 personnes. Et puis j'ai quitté la Générale des Eaux pour repartir à zéro, créer ma propre affaire, qui s'appelle Paprec. Donc j'ai démarré à zéro à La Courneuve, il y a maintenant un peu moins de 30 ans. Et là, maintenant, c'est 12 500 personnes, 2 milliards de chiffre d'affaires. Donc on a énormément grandi. Et alors, sur cet aspect-là, quand j'ai créé mon groupe, j'ai dit la diversité sera la colonne vertébrale. Et on m'a dit, avec des idées aussi généreuses, tu vas te casser la figure. Et puis, c'est pas exactement le cas aujourd'hui. Et ça fait plusieurs années que vous êtes là. Alors, pour revenir à la thématique d'aujourd'hui, j'aimerais avoir votre avis. Alors que les femmes sont de plus en plus diplômées, ou même plus diplômées que certains hommes, comment se fait-il qu'une minorité d'entre elles arrive à avoir des postes à responsabilité? Comment expliquez-vous le fait qu'il y ait cette disparité à diplôme égal? Les femmes gagnent 10% de moins que les hommes. Comment se fait-il qu'elles n'osent pas exercer ou prendre des fonctions de responsabilité? Alors, je vais me tourner vers vous, mais peut-être, je ne sais pas si Anne, tu veux reprendre la parole pour donner ta vision, essayer de nous éclairer à ce sujet. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments sociologiques et je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière ça. Je pense qu'on le voit, on parle souvent de la charge mentale, etc. Et elle existe dans la réalité. On le voit bien, moi je le vois très souvent, on va dire « Ah mais tu as 3 enfants, comment tu fais pour faire ça ?» On ne poserait jamais cette question-là à un homme. Donc on le pose vraiment très souvent et pourtant j'ai l'impression d'avoir été élevée par une mère féministe, etc. Mais on voit bien que quand même, il y a une matrice qui est définie et qui fait que la femme, elle doit porter un certain nombre de responsabilités et donc faire potentiellement des sacrifices par rapport à sa carrière. Donc je pense que l'un des axes importants pour aider les femmes, c'est se libérer aussi de tout ça. Et puis aussi, je pense qu'on donne souvent aux femmes des modèles d'autres femmes, et on en parlera tout à l'heure, peut-être, parce que moi, je suis contre les rôles modèles. Voilà. Alors, je le dis parce que je trouve que ça enferme les femmes, parce que souvent, les femmes qui ont réussi, elles ont certaines caractéristiques, elles ont fait des choix, elles ont été obligées, en effet, peut-être de se battre et de pousser des coudes, et donc avoir une certaine façon de voir le monde qui peut... les femmes peuvent ne pas se reconnaître aussi là-dedans. Donc moi, je pense que c'est important. Alors, c'est peut-être une vision très à la Nietzsche, mais je crois beaucoup à il faut devenir ce qu'on est. Et au contraire, il faut libérer les femmes, il faut leur expliquer que voilà, c'est justement toute cette diversité, que leur façon d'être, il n'y a pas de raison qu'elle soit mauvaise. C'est pas parce que pendant des années et des années, c'est un certain modèle de réussite qui a été mis en avant que c'est celui-là qui doit forcément se faire. Et donc, je pense que c'est très important, voilà, de libérer les femmes de ce carcan. Libérer les femmes, Marie. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es du même avis que Anne à ce sujet? C'est-à-dire, alors je ne parle pas de rôle modèle, je la laisse revenir sur cette question un peu plus tard, mais déjà tu te positionnes sur qu'est-ce qui fait que les femmes n'osent pas. Alors, moi, j'avais pas conscience non plus, dès le départ, que les femmes avaient autant de limitations ou de pensées limitantes. Je m'en suis aperçue en réalisant les miennes, en réalité. Parce que c'est vrai qu'on peut attendre d'être
voilà, d'être reconnue pour la valeur de son travail, son engagement, etc. Mais ça n'arrive pas nécessairement comme ça du ciel. Je crois qu'il faut vraiment voilà, trouver cette audace. Cette audace, elle n'est pas forcément facile à trouver individuellement. C'est pour ça que je crois beaucoup à ce mentoring, même si moi non plus, je trouve que des rôles modèles très stéréotypés enferment plutôt. Mais néanmoins, d'avoir des femmes qui vous engagent à exprimer vos objectifs, à exprimer vos envies, à exprimer ce qui vous pousse à l'action, je pense que c'est extrêmement utile et ça permet que chacune trouve son rôle modèle. Moi, je pense que les femmes, elles manquent aussi parfois d'aller chercher des alliés, et pas seulement chez les femmes, mais chez les hommes. Moi, il y a beaucoup de personnes voilà, qui m'ont fait grandir, beaucoup d'hommes qui m'ont aidé à grandir parce qu'ils m'ont donné confiance en moi, parce qu'ils ont, voilà, j'ai trouvé qu'ils reconnaissaient ce travail, ce qui m'a donné confiance sur la contribution que je pouvais avoir. Et ça, c'est vraiment des alliés. Et si chacun dans nos entreprises prenait une jeune femme pour l'aider à grandir, l'aider à exprimer ses talents et aussi ses ambitions, je pense qu'on gagnerait. Voilà. Après, moi, je vois un autre élément, puisque en fait, en constituant mon équipe, je me suis aussi, j'ai trouvé quelques refus en fait pour prendre un certain nombre de responsabilités. C'est que ces femmes ont exprimé la chose suivante, c'est que c'était bien d'aller dans des postes à responsabilité, mais il y allait avoir beaucoup de politique, vraisemblablement, une charge mentale, une pression supérieure encore à ce que peut-être elles vivaient déjà, et que ce n'était pas leur souhait. Leur souhait, ce n'était pas d'être dans la politique, c'était d'être dans l'action, d'être sur le terrain, d'être avec leurs équipes et avec leurs clients. Et ça, c'est tout à fait honorable. Et donc, je pense qu'il faut aussi transformer un petit peu la façon dont on exerce ces rôles à responsabilité, vraiment de les ancrer dans l'action et non pas dans une démarche très, très top-down qui n'est plus tout à fait celle qui peut-être intéresse les femmes. En tout cas, moi, je me retrouve vraiment dans ce signal d'être sur l'action et pas seulement sur beaucoup de politique. Jean-Luc, vous pensez que les hommes, le mentoring qu'évoquait Marie, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que les femmes... Sur les deux intervenantes, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elles ont dit. Je dirais sur l'aspect avoir des alliés, moi je dis que pour qu'une femme réussisse, et je vais aller sur la sociologie, il lui faut un bon mari, et pour qu'elle réussisse à l'intérieur de l'entreprise, il lui faut un bon patron. Oui. Alors, le bon mari, qu'est-ce que ça signifie? Non, mais ça signifie quelque chose de très important. Il y a beaucoup de nos femmes ont un projet de faire les enfants. Pour l'instant, on n'a pas trouvé la solution pour que ce soit les hommes qui fassent les enfants. Et donc, mais il ne faut pas occulter ce sujet, c'est un vrai sujet compliqué. Vous l'avez fait sauter les féministes, un bon mari, parce que c'est pas du tout politiquement correct de dire ça. Oui, je sais, mais le politiquement correct ne m'intéresse pas, moi. Non, mais attendez, juste qu'on s'explique, parce que une partie du problème des femmes pour l'accès à l'élite, c'est qu'elles font leurs enfants, aujourd'hui, entre 28 et 38 ans, dans la période ou 40 ans, dans la période où tout le monde a démarré sa fusée et c'est le deuxième étage de la fusée qui va s'enclencher. Et ces femmes-là, elles vont décider qu'il n'y a pas de deuxième étage de la fusée. Donc si elles n'ont pas un bon patron, et nous on a mis tout en place un programme, y compris un programme de coaching des femmes qui ont des enfants par d'autres femmes de l'entreprise, pour leur dire c'est très bien, tu as eu ton bébé ou ton deuxième ou ton troisième. Je profite pour dire à cette occasion-là que dans les pratiques obligation chez moi, mais j'espère que ce n'est pas que de l'obligation, de féliciter une femme qui annonce qu'elle est enceinte. Ouais. Féliciter. Moi, j'envoie des lettres de félicitations de façon très régulière sur ce sujet-là. Et on continue d'avoir de la promotion dans l'entreprise. Ça, c'est très important. Il y a plein d'entreprises qui l'ont fait et qui continuent de le faire. Mais il y a un problème de psychologie. Et là, je suis tout à fait d'accord parce que y compris des femmes remarquables qu'on avait chez nous, dont on espérait qu'elles allaient pouvoir arriver tout en haut, etc., viennent nous voir et elles nous disent écoutez, non,
Et là, je rejoins. Non, moi, dans ma vie, il y a quelque chose qui passe avant. Je veux construire aussi ma famille. Et le bon mari, c'est quand même quelqu'un qui va accepter de partager la charge de l'éducation des enfants, la charge de la maison avec sa femme. Donc, elle a besoin de ça. Et le bon patron, elle a besoin de quelqu'un qui soit conscient des sujets et qui ait envie que toutes ces femmes qui démarrent pas le deuxième moteur de leur fusée dans cette période-là, puissent le démarrer après. Et moi, j'adore. Donc, nous, on a un recrutement très spécifique, très volontariste sur les femmes de plus de 40 ans qui ont des enfants. Parce qu'elles ont un atout absolument formidable qui est très important, c'est l'atout de « elles ont la tête sur les épaules ». Une femme de plus de 40 ans qui a élevé ses enfants, etc., c'est quelqu'un qui est ancré dans la terre, qui sait les choses, et ça, c'est une valeur très importante pour les entreprises. Donc, le deuxième étage de la fusée qu'elles n'ont pas pris entre 30 et 40 ans, au moment où les garçons, eh bien, elles, entre 40 et 50, il faut que les entreprises acceptent et fassent l'effort de leur proposer ce deuxième étage. J'ai vu Pierre qui veut peut-être intervenir. Je suis frappé parce que, Jean-Luc, ce que vous dites, est-ce que ça n'a pas aussi un impact financier? C'est-à-dire, est-ce que au démarrage d'une carrière, si en effet une femme veut pouvoir se consacrer à son entreprise, il ne faut pas, d'une manière ou d'une autre, lui assurer les moyens d'avoir une aide familiale qui prendra en charge l'aller-retour des enfants à l'école ou autre, c'est-à-dire qu'il la libérera, comme son mari, d'un certain nombre de tâches. Je peux que vous donner raison, parce qu'à titre personnel, mon plus gros poste de charge, parce que moi je voulais que ma femme travaille, elle était brillante puisqu'elle a fait l'ENA, mais comme je voulais qu'elle travaille et qu'elle soit libre, notre première charge de dépense quand j'avais 22 ans, c'était l'employé de maison. Et donc là, vous avez raison. Mais dans mon entreprise, je n'ai pas mis ça en place. J'ai mis des indemnités pour les Parisiens, parce que objectivement, vivre à Paris, c'est beaucoup plus coûteux en termes de logement que de vivre à Rennes ou à Toulouse. Et donc, mais on n'a pas eu cette idée. Et vous avez peut-être raison. Il faudrait peut-être qu'on le fasse. Juste pour peut-être revenir sur ces questions, Jean-Luc, vous avez abordé un point qui me semble important, c'est la question de la paternité. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'il faille instaurer un congé de paternité comme pour les femmes, ou je pense à ce que vous avez dit tout à l'heure, pour libérer les femmes, leur donner plus de possibilités pour pouvoir... Disons, par conviction, je suis totalement opposé à tout ce qui est obligatoire. Donc, obliger les chefs d'entreprise à avoir 40% de leurs femmes dans les COMEX, obliger les gens à... Non mais, je veux dire, je ne vais pas arriver dans ma boîte à avoir un quota de juifs, un quota de musulmans, un quota de noirs et un quota de femmes. Je suis totalement opposé à ça et pour moi, c'est contre-productif. Ça, c'est mon opinion vraiment personnelle. Je ne suis pas sûr qu'il faille le dire à un masterclass parce que peut-être que j'ai complètement tort sur le sujet. Moi, ce que j'aime, c'est la conviction. Convaincre intimement les gens qu'un homme ou une femme... c'est la même chose et que ça se saurait depuis longtemps si la moitié de l'humanité était moins intelligente que l'autre moitié de l'humanité. Visiblement, ce n'est pas le cas. Hein. Et donc, moi, j'aime convaincre les gens. Et convaincre par des petits détails, par des petites choses, j'ai le sentiment... Donc, tout ce qui est quota, je suis très, très réservé. Tout ce qui est obligation, je suis très réservé. Parce qu'on ne peut pas vous obliger à être antiraciste. Ce n'est pas possible. Et au contraire, vous voyez tous les négationnistes, etc. Mais peut-être que j'ai tort. Hein. Je ne sais pas, ça c'est un point important sur l'index de l'égalité. C'est-à-dire, Marie-Anne, je ne sais pas comment vous positionnez par rapport à ça, parce que ça, c'est quand même un sujet. On a instauré depuis peu cet index. Et il faut bien mesurer. Alors, je ne sais pas comment... Anne, peut-être tu veux démarrer là-dessus ? Moi, je pense que c'est essentiel de mesurer. Et je pense, quand on a mis en place... alors, à l'époque, je m'occupais du bureau de Paris. On a mis en place l'index ici.
on a eu des surprises parce que je pense que le conseil, d'une manière générale, n'est pas discriminant. Sauf que ça reproduit parfois des modèles qui font que les femmes se sentent exclues ou ne se sentent plus capables de le faire. Mais on a réalisé que oui, on avait quelques pratiques qui étaient pas forcément bien. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez de femmes à tel et tel niveau de l'organisation. Donc mettre des chiffres, je pense que c'est essentiel. Comme quand on conduit, c'est important de savoir si on est à 50 ou à 70 quand on a ça. Donc moi, je trouve que c'est très très bien. Et parce que je l'avais vu, on avait arrêté de suivre justement le nombre de candidates qu'on avait et on a eu naturellement, parce que je ne sais pas comment ça s'est passé, est-ce que les hommes ont plus tendance à recruter d'autres hommes, etc. On avait eu une chute, par exemple, du taux de femmes recrutées. Donc mettre des chiffres. Après, les quotas, pour être honnête, moi en tant que femme, je ne suis pas pour. Mais j'ai l'impression que c'est un mal nécessaire. Je ne suis pas pour parce que moi, je ne me sens pas, je n'ai pas envie d'être choisie parce que je suis une femme, j'ai envie d'être choisie parce que j'ai des compétences, parce que je suis capable de faire ce job et même pour asseoir ma légitimité par rapport à mon équipe, etc., je pense que c'est important qu'on ne se dise pas « Ah, c'est le quota ». Mais en même temps, j'ai l'impression que si on ne met pas un peu un garde-fou ou en tout cas une vision disant il faut y arriver et donc il faut mesurer cette partie-là, je ne suis pas sûre qu'on va y arriver. Donc, je suis assez d'accord. Moi, je suis la première à trouver que être un quota, c'est juste pas acceptable par rapport à l'humain qu'on est, par rapport aux qualités qu'on peut avoir. Mais est-ce qu'il va pas falloir passer par ça pour accélérer ? Je trouve ça même dévalorisant. Oui, moi, toutes les femmes qui accèdent à un certain nombre de fonctions, c'est parce qu'elles le méritent. Et j'ai pas envie qu'on puisse imaginer 10 secondes, c'est qu'elles ont atteint ces fonctions-là parce qu'il fallait qu'elles rentrent dans le quota. Et juste, si je peux rebondir 10 secondes sur le problème égalité des salaires, je dirais que dans les entreprises relativement importantes, avec la mise en place d'un chiffre, on se rend compte qu'en fait, il n'y a plus de débat, il n'y a pas de sujet. Il y a par contre un vrai sujet sociologique qui est très intéressant, que je peux essayer de raconter. On va faire simple, je vais vous donner un ordre d'idée de statistiques. J'ai 70 grands cadres. Dans mes 70 grands cadres, j'ai 30 femmes qui ont été directeurs d'usine. J'en ai 30 sur 30 qui sont venus me voir pour dire « Jean-Luc, vous avez fait une erreur, vous m'avez nommé à ce poste-là, je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, etc. » Donc à chaque fois, je leur réponds « Il n'y a pas de problème, je suis un imbécile, on vient de vous nommer là, mais vous reviendrez me voir dans 6 mois, et puis là, on constatera les dégâts, mais pour l'instant, je ne reviens pas sur ma décision. » Bon, 30 sur 30, quand même. C'est beaucoup, ça. Ça fait beaucoup. Après, j'ai parlé de mes 70 garçons qui occupent les mêmes postes. C'est à peu près la bonne proportion. J'en ai au moins une vingtaine qui sont venus me voir pour me dire « Jean-Luc, avec le talent que j'ai, que c'est normal que j'accède à ce poste-là. » Je ne peux pas donner de meilleur exemple. Et ça va rejoindre un point qui est très intéressant, c'est que dans les valeurs féminines, il y a l'humilité. Ouais. Moi, l'humilité, je l'ai mis comme une valeur cardinale de mon groupe. C'est-à-dire, je cherche des gens humbles, qui ne se la racontent pas, qui savent travailler en équipe, etc. Donc, tant qu'on fait... Il faut faire bouger les lignes pour que la valeur humilité soit reconnue. Et à ce moment-là, naturellement, les femmes, elles montent, parce qu'elles incarnent ces valeurs-là. Non, mais si on parle un peu de sociologie... Mais, je suis d'accord. Marie, est-ce que vous pensez que c'est une question de confiance ou vous êtes comme Jean-Luc, c'est un problème d'humilité? Parce que certaines femmes qui refusent parce qu'elles pensent ne pas être à la bonne place, je ne sais pas... Effectivement, il y a des questions qui se posent aux femmes, qui se posent sans doute pas de la même façon aux hommes. Quand on se voit proposer un poste, forcément, on se dit est-ce que je vais être à la hauteur de cette proposition ? Je pense que, on l'a tous vécu, c'est assez naturel. Maintenant, je pense qu'il y a une vraie question de prendre confiance en soi, en ses capacités
agir, à faire les bons choix. Moi, je vous rejoins totalement sur le fait que les femmes ont une capacité à collaborer, parce que je pense que, avec l'humilité, il y a aussi la recherche voilà, de cette diversité, de cet esprit d'équipe. Je crois qu'il y a beaucoup d'engagements collectifs qui sont portés par des femmes. Moi, c'est ce que je peux voir aussi. Et donc, je pense que à un moment où personne n'a individuellement la solution, je pense que ça a énormément de valeur. Et puis, je trouve que les femmes qui ont eu des enfants aussi, qui ont pris ce temps de recul par rapport à leur job, elles reviennent avec une expérience, avec une profondeur, avec aussi peut-être un peu plus de focus sur le temps long, qui est extrêmement précieuse pour l'entreprise. Alors après, pour revenir à la question des quotas, moi aussi j'ai été absolument contre parce que je ne voulais pas être la femme quota, mais force est de constater que si on ne mesure pas, si on ne se donne pas des objectifs, si on n'est pas précautionneux de la représentativité de nos instances dirigeantes, de notre vivier de talent, en fait, on peut louper certaines diversités. Alors, maintenant, on est rentré dans un tel communautarisme qu'on a une mosaïque et on n'a pas d'inclusion. Et moi, je pense qu'il faut qu'on fasse vraiment très, très attention pour que ce soit très inclusif, très synergétique et non pas une juxtaposition de personnes qui sont limitées à certaines de leurs caractéristiques, qui ne sont pas la qualité de ce qu'elles sont en tant que personnes au sens large. Donc, je pense que là, on est allé un peu loin, il me semble. Pierre, pardon. Sur les quotas, Dieu sait si je partage, Jean-Luc, votre détestation des contraintes sur l'entreprise. Mon expérience personnelle m'a fait changer sur un point. J'étais administrateur d'un grand groupe du CAC 40, président du comité de nomination, rémunération, quand la loi Copé-Zimmermann est tombée. Et j'avais exactement les mêmes réactions qui étaient de dire c'est faire injure aux femmes que de les traiter par des quotas. Nous sommes tout à fait capables de sélectionner les bons administrateurs et les bonnes administratrices. Pourquoi nous coller des pourcentages? Et en fait, l'expérience m'a montré que c'était nécessaire. Il y a eu quelques erreurs qui ont été faites, mais aujourd'hui, en France, il y a une majorité de femmes dans les conseils. Et elles fonctionnent, les conseils fonctionnent mieux, d'une façon plus efficace, plus fluide, et les résultats des entreprises le montrent. Donc oui, de temps en temps, il faut une contrainte, il faut accepter une contrainte. Alors, je sais que pour les COMEX, le problème est que pour l'instant, pour toutes les raisons que vous avez données et qu'Anne a données, on peut considérer qu'on n'a pas toujours suffisamment de candidats de valeur, de candidates de valeur pour occuper un certain nombre de postes. Parce qu'il y a des métiers où c'est plus féminisé. Moi, mon métier d'origine, c'est 2% de femmes, 98% d'hommes. Pendant très longtemps, les gars qui lèvent les poubelles, il n'y avait que des hommes. Hein. Donc, derrière, vouloir qu'il y ait 40%, ça ne peut pas fonctionner. Et aujourd'hui, dans l'encadrement, on arrive, nous, dans nos métiers, dans une proportion, on va dire, 60% d'hommes, 40% de femmes. Mais dans ma base de gens qui travaillent dans mes usines, je suis à plus de 80% d'hommes. Parce que les chauffeurs routiers, ils sont extrêmement majoritairement des hommes. Les gars qui lèvent les poubelles, j'ai jamais vu un raper féminin, ou quasiment, je ne sais même pas si j'en ai un dans mon groupe. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Et il faut faire attention à ne pas générer de la désespérance. Parce que une des choses pour moi qui a été fondamentale, c'est qu'un garçon, je pourrais vous le présenter, un garçon qui a commencé comme ouvrier chez moi, est devenu directeur général. Et donc, vous voyez, un parcours dans lequel on montre, il est Bac-2. Il est Bac-2. Ouais, oui. Et il dirige des gens qui ont fait l'X ou les mines. Et donc, c'est très important, si vous voulez, qu'à un moment, on ait... Parce qu'il n'y a pas que homme-femme, hein, la diversité, c'est tous ces sujets. Pardon. Est-ce que, justement, dans votre métier, qui utilise
beaucoup de gens d'origine étrangère. Non. 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 J'ai un métier qui est en très profonde mutation technologique, donc je vais en profiter pour le dire. Dans mon métier, c'est 25% de cadres et d'agents de maîtrise, c'est seulement 8% de travailleurs non qualifiés. Donc vous voyez, sur 12 500, j'en ai que 8% non qualifiés. Et l'idée, c'est une idée très parisienne, l'idée que c'est d'abord des travailleurs immigrés. Alors, vous savez qu'on n'a pas le droit, ça c'est un quota qu'on n'a pas le droit de mesurer. Alors moi, j'ai inversé ce quota parce que je suis extrêmement fier d'avoir dans mon entreprise 37 nationalités et 60 pays d'origine. Donc, mais au fond, j'en ai beaucoup moins que cela, et notamment parce que dans toute la province, ce travail est d'abord effectué, entre guillemets, par des Français, je ne sais pas s'il faut que j'emploie le terme, parce que comme je déteste le Front National, mais le Français de souche ou Français depuis longtemps. Donc, Et la proportion de Paris par rapport à... Alors, à Paris, vous avez raison, quand vous regardez qui lève vos poubelles, qui n'est qu'une partie du travail, attention, là vous allez voir beaucoup de travailleurs immigrés, là vous avez parfaitement raison, ça fait partie des emplois non qualifiés, mais après quand ça arrive dans mes usines, j'ai besoin d'informaticiens, de mécaniciens, d'hydrauliciens, et là vous avez de nouveau beaucoup de gens, mais aussi avec tous les immigrés qu'on compte plus comme immigrés de la 2e ou 3e génération, qui sont italiens, qui sont portugais, qui sont espagnols, avec des proportions qui sont polonais. Jean-Luc, j'aimerais peut-être demander à Marie et à Anne, parce que tout à l'heure, vous évoquiez la question d'hésitation, en disant que les femmes hésitent lorsqu'on leur propose des postes à responsabilité. C'est pire, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit, c'est-à-dire que régulièrement, elle refuse. Elle refuse. Alors justement, nous avons la chance d'avoir une présidente et une vice-présidente. Lorsqu'on vous a proposé cette nomination, l'une et l'autre, est-ce que vous avez eu un moment d'hésitation? Vous avez tout de suite, spontanément dit « j'y vais ». Quelle a été votre réaction à ce sujet? Moi, honnêtement, quand on m'avait proposé, donc je ne vais pas dire quel poste, mais oui, j'ai clairement hésité parce que j'avais l'impression que ça allait me couper de ce que j'aimais faire. Voilà, et je suis assez d'accord avec ce que disait Marie. Moi, j'ai été consultante, j'adore travailler pour des clients, réfléchir avec eux à résoudre des problèmes et donc prendre des responsabilités très, très managériales. Je me disais, mais je vais passer ma journée à gérer les problèmes administratifs, etc. Et donc, je me suis dit, oh non, et puis en effet, ça va être politique, je vais avoir que des gens dans mon dos qui vont vouloir constamment me poignarder, etc. Et ensuite, je me suis dit, en même temps, la vie est courte. La vie professionnelle est très longue et c'est un des points aussi sur lequel je pense qu'il faut insister vis-à-vis des femmes, c'est que les vies, elles ne sont pas linéaires et il faut arrêter de penser. Moi j'ai eu un début de carrière en effet comme ça. Après, sans doute parce que j'ai eu mes enfants, ça a été un peu plus lent et puis après ça a redémarré. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut expliquer, c'est que on se nourrit aussi des expériences qu'on a et que toute expérience, on réussit pas, on a appris des choses, on réussit, on est gagnant. Donc, je pense que c'est un peu cet état d'esprit qu'il faut dire aux femmes, c'est qu'il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Même si on se plante un peu, on va apprendre des choses et on le fera différemment. Et de toute façon, je pense qu'au global, l'entreprise grandira. Donc, c'est aussi libérer du fardeau de ce que ça peut être de prendre des responsabilités. Marie. Alors, c'est un petit peu différent parce que nous, on est rentrés l'année dernière dans un processus d'appel à candidature pour pouvoir constituer une équipe, un projet, et donc se proposer d'être au directoire et à la présidence de KPMG. Donc, en fait, moi, j'ai fait un choix positif d'y aller. Donc, c'est pas venu comme ça, d'un coup, d'un seul. Pour moi, ça a été une réflexion, un peu un cheminement personnel, et c'est vrai que peut-être que d'autres l'auraient fait en un claquement de doigts. Moi, ça a maturé un petit peu. Et en fait, dans ma prise de décision, en fait, c'était
quelle était la meilleure capacité pour agir, en fait, pour faire bouger les lignes, ce à quoi je crois profondément en ce moment même. Comment j'allais pouvoir aller au bout de mes convictions pour le cabinet, pour ce que je pensais pouvoir y apporter. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait ce choix de constituer une équipe et de souhaiter être à la présidence de KPMG. Donc voilà, c'est totalement orienté sur l'action, sur ce que j'avais envie de faire et d'apporter. Marie, c'était quoi ce projet? Parce que là, vous nous dites, je suis partie avec un projet, j'ai essayé de constituer une équipe et je me suis dit, bon, j'y vais. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'on vous a suivi dans ce projet? Alors, moi, j'ai vraiment une grande passion pour nos métiers d'accompagnement des dirigeants, des groupes. Moi, ça me passionne depuis des années. Et on a aussi des pépites, des talents dans nos entreprises. Il y a 10 000 personnes chez KPMG qui sont... qui m'émeuvent beaucoup parce que je les ai vus aussi se mobiliser pendant le Covid. C'était impressionnant leur engagement aux côtés de leurs clients. Moi, ça a été vraiment... j'ai trouvé l'âme du cabinet à ce moment-là, vraiment très, très fortement. Et je me suis dit aussi que vraiment, on a une chance formidable d'être entouré de très jeunes et des universités, des écoles, alors peut-être avec une trop faible diversité de parcours encore. Mais non, effectivement. Il n'y a pas photo, là, vous pouvez progresser. On est d'accord, je vais vous dire ce qu'on a fait. Donc on est au cœur de cette jeunesse qui vient aussi parfois se former dans nos cabinets pour être cadre dans des entreprises demain. On est entouré de nos 70 000 clients en France, on est sur tous les territoires, on est en lien avec les pouvoirs publics, donc on a une position d'observation et aussi de capacité à faire de cette position-là un levier d'action qui est exceptionnel, je trouve. Et à un moment où il y a des défis qui nécessitent l'engagement de tous ces écosystèmes, on a tous les savoir-faire pour aider à cette transformation assez profonde. Donc notre ambition est de devenir ce cabinet qui va aider à créer de la valeur responsable, à se projeter davantage dans le long terme, à essayer de faire bien, de faire le bien et d'emmener ces entreprises justement sur un autre modèle. Alors, pour revenir à la question de Jean-Luc sur comment on fait, effectivement, on n'est pas assez divers. Alors certainement en genre encore, même s'il y a 57% de femmes chez nous, elles ne sont pas encore suffisamment en responsabilité. Et dans les parcours, c'est vrai que dans nos cabinets, on a un naturel assez fort à aller toujours chez les mêmes, dans les mêmes écoles, dans les mêmes universités, parce que c'est effectivement le poids de l'histoire aussi. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé ce qu'on a appelé une junior team, c'est-à-dire qu'on va chercher des personnes qui n'auraient pas la chance de passer par nos fourches codines du recrutement classique pour leur donner une autre chance avec des parcours aménagés qui leur permettent de grandir en compétences aussi et de pouvoir se projeter dans le cabinet à long terme. Donc on a un pilote de 120 personnes qui s'est révélé être une belle réussite à Paris et on le déploie actuellement dans les régions. Alors c'est petit, puisqu'on est 10 000, je parle de 120 personnes, mais je pense que c'est le début et en fait quand on voit qu'on sait répondre à ça, parce qu'il faut adapter nos cursus d'apprentissage et nos parcours, on est assez... tout est assez établi en fait, c'est un peu trop stable, voilà, on peut quand même bouger les lignes. Pardon, Pierre. Moi, je pense qu'il y a une différence réelle dans la capacité de communiquer, de convaincre dans une équipe entre, et je vais revenir sur le cas particulier de Marie, de convaincre d'une manière plus efficace les gens avec lesquels elle travaille. Je connais Marie depuis 20 ans et j'étais président du comité d'audit toujours d'un groupe et KPMG était un de nos 2 auditeurs.
Il y avait une excellente équipe de KPMG avec un senior partner de grande qualité et Marie était jeune consultante. En tant que président du comité d'audit, j'avais des réunions personnelles avec chacun des deux auditeurs pour débriefer avant les réunions de conseil. Et j'ai été frappé du fait qu'il y avait toujours, au niveau des senior partners, une certaine retenue pour communiquer les mauvaises nouvelles ou les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer dans leur responsabilité journalière avec le management, et que Marie était capable beaucoup mieux de faire passer ce message, qui était un message plutôt désagréable de temps en temps, sur un certain nombre de choses qui n'allaient pas, mais elle était capable de le faire passer sans heurter, sans trahir l'équipe de KPMG et sans trahir le management, c'est-à-dire, en fait, de jouer réellement le rôle qu'on attend d'un auditeur externe, c'est-à-dire d'aider l'entreprise à s'améliorer. Alors, et ça m'a vraiment beaucoup frappé. Pierre, tu abordes là une question de management. Merci pour ce témoignage, mais ça nous repose, est-ce qu'il y a un management au féminin? Parce que là, ce que Pierre vient de dire, est-ce que c'est propre à Marie? On peut dire que les femmes vont faire passer des messages différemment par rapport aux hommes. Jean-Luc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, je dirais que le fond du débat, c'est est-ce que c'est un management bienveillant? Oui. Et je pense que les hommes comme les femmes sont capables d'un management bienveillant. Donc la réalité aussi, c'est qu'il y a plus de femmes qui sont dans le management bienveillant que d'hommes, parce que il y a toute une partie des hommes qui restent dans un management de compétition. Et j'aimais bien, parce qu'elle a dit quelque chose qui m'avait touché, moi, Anne. à une époque où j'ai pris des progressions dans mon groupe, j'avais l'illusion de croire que plus on montait, plus on était tranquille. Et en fait, le niveau de jalousie est tel que, en fait, plus vous montez, plus vous trouvez les gens une partie des gens, insupportable. Donc, mais il faut changer ça. Il faut vraiment arriver à se dire que le management bienveillant, c'est quelque chose qui... Et là, les femmes, elles vont naturellement arriver parce que ça fait partie de leur qualité et parce que... Et c'est pour ça que j'adore, moi, les mères de famille, parce qu'une mère de famille... Par définition, elle élève ses enfants avec bienveillance. Et quand elle vient à l'entreprise, elle ramène ses valeurs de bienveillance. Alors, il y a des pères de famille qui sont bienveillants, hein, je ne veux pas dire le contraire, mais... Toutes les mères de famille vont envoyer leur candidature chez vous. Mais à partir de demain, Jean-Luc, attendez-vous à recevoir toutes les mères de famille qui vont nous écouter. Mais Anne... Non, mais attendez, c'est pas une blague, ça. Ah non, mais Oui, mais attendez, parce que dans les discriminations, je reviens là-dessus, j'ai par exemple un focus sur des femmes qui ont arrêté pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans de travailler. OK. Et qui ont un mal de chien à retrouver un job. Et il y a un moment aussi, il faut que les entrepreneurs, c'est pour ça que je dis qu'il faut un patron bienveillant ou un patron attentionné, parce qu'il y a un moment, ces femmes, elles ont aussi le droit de reprendre du travail et il faut leur mettre le pied à l'étrier. Par exemple, dans mon entreprise, on a un recrutement spécifique pour des femmes qui, à 45 ans, recommencent à travailler. Après, il y a tous les accidents de la vie, les divorces, les choses comme ça, qui font que ces femmes-là ont vraiment besoin de... Et c'est quoi leur plus gros diplôme? Elles n'ont pas toujours des diplômes fantastiques et elles n'ont pas travaillé pendant 20 ans. Mais si vous n'avez pas une entreprise qui fait attention, eh bien, elles ont un mal de chien à retrouver. Or, elles ont une qualité formidable, c'est qu'elles ont élevé 2, 3, 4 gosses de belle façon, qu'elles s'en occupent. Donc ça, il faut le mettre en valeur. Alors, ça veut dire qu'il faut une formation, vous en parlez, spécifique pour ces femmes-là. Qu'est-ce que vous pensez? Non, je ne pense pas que le problème soit la formation pour ces femmes-là. Le problème, il est pour nos RH à nous, pour les gens qui recrutent, pour donner sa chance à tout le monde. Et en particulier, alors là, je vous citais un profil parce que moi, je l'ai vraiment ciblé. Et on a des femmes exceptionnelles qu'on ne trouve pas de cette façon-là.
Anne, je reviens vers toi et je pose la même question que Marie au sujet du management. Est-ce que tu penses qu'il faille mettre en place un management émotionnel bienveillant pour les femmes, ou tu penses que les femmes vont vers ce type de management? Moi, je crois pas du tout au fait qu'il y ait soit un leadership, soit un management au féminin. Je pense que ça enferme beaucoup de femmes, et je pense que là, pareil, ce que je racontais au début, c'est qu'au contraire, il faut libérer les femmes. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, il n'y avait pas beaucoup de femmes seniors à des postes. Mais j'ai trouvé chez des hommes, et d'ailleurs je ne prenais pas 100% de tel homme, parce que tout ne me plaisait pas, mais il y avait chez un tel sa façon dont il gérait les équipes, cette façon dont il interagissait avec les clients, où il arrivait à faire passer les messages, et je pense que c'est ça qu'il faut expliquer aux gens, c'est qu'on est composite, et que c'est ça qui va faire la richesse. Et d'ailleurs c'est pour ça que moi je considère que cette question d'égalité, de diversité, c'est surtout pas d'opposer les hommes aux femmes, parce que de toute façon, les femmes dans l'entreprise, elles n'existent aussi que par leurs collègues hommes, et que on en est là aussi parce qu'on a eu des collègues, des patrons, donc au contraire, c'est un travail ensemble, et il faut expliquer, une femme, il faut qu'elle se construise son propre modèle, sa façon d'être, parce que moi je crois qu'on est bon quand on joue le bon rôle. Voilà, moi souvent j'ai essayé, et je l'ai vu, j'ai mis du temps à passer partner, parce que je pense que j'ai essayé de singer des comportements masculins, et en tout cas de certains de mes collègues masculins, et que j'étais pas bonne là-dedans. Et c'est le jour où je me suis libérée, je me suis dit non, mais de toute façon je ferai jamais comme ça, que finalement j'ai pris beaucoup de recul, et que à ce moment-là, oui, et peut-être parce que je me suis donné la liberté d'être moi-même, et ça m'a libérée. Et je pense que c'est ça qu'il faut expliquer. Le succès, c'est se trouver, se composer. Alors oui, je pense qu'on a peut-être plus parce qu'on est plus en observation, parce que comme on est moins nombreuses, on regarde plus comment ça se passe, donc peut-être qu'on écoute plus, et que donc on est plus attentive. Mais je pense, moi j'ai eu des patrons exceptionnels du point de vue humain, du point de vue... donc moi je ne considère pas que ça soit une valeur féminine. Se libérer, alors c'est un processus long et très personnel. Je pense qu'on n'a pas le même rythme. Certaines personnes, ça va se faire de manière rapide. Certains jeunes sortant des écoles, des grandes écoles, ou même pas, vont avoir cette volonté de se libérer. D'autres, moins vite. Jean-Luc, comment vous l'avez observé, comment ça s'est mis en place, les jeunes que vous avez repérés qui viennent dans la diversité, puisque vous avez mis en place, grâce à votre entreprise, vous êtes installé en banlieue. Est-ce qu'on peut dire que ce focus-là, cette volonté de vouloir se libérer, vous l'avez vu venir, comment vous l'avez observé sur le terrain? Je dirais sur les jeunes, je vois pas d'écart entre hommes et femmes. Je le sens pas. Je dirais que sur les femmes, je sens plus ce problème de femmes qui ont arrêté de travailler pendant un certain temps. Et là, je pense que les entreprises ont une responsabilité pour leur remettre le pied à l'étrier. Et puis après, il y a une discrimination qui continue d'exister massivement dans les grands groupes et qui est absolument scandaleuse, c'est la discrimination contre les vieux. Parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Avoir de la promotion dans un certain nombre de groupes, passer 45 ou 50 ans, ça n'existe pas. Et continuer à avoir de la promotion à 60 ans, recruter des plus de 60 ans, ça n'existe pas. Alors, sauf chez moi, notamment chez moi, donc là, on vient de faire notre record, puisqu'on a fait 65, recrutement à 65 ans. Avant, mon record, c'était 62 ans. Et donc, et on pense qu'il faut valoriser ça. Donc, il y a des discriminations qui existent, qui sont très, très puissantes, et qui ne sont pas seulement hommes-femmes. D'autres discriminations dont on ne parle pas. Et par exemple, dans les grands groupes, aujourd'hui, la discrimination contre les vieux, elle est exceptionnellement forte. Moi, je peux vous citer, je ne vais pas le faire là, mais 10 grands groupes dans lesquels, quand vous êtes manager, ou vous avez passé la barre des 48 ans, ou après, vous vous laissez tomber. Et ça, ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Et c'est très handicapant pour les femmes qui, justement, parce qu'il y a tout un parcours de femmes qui... C'est pour ça que l'histoire du deuxième étage de la fusée est important.
Parce que cette femme qui a élevé des enfants, qui a renoncé à des choses alors qu'elle était capable de faire, et qui a fait ce choix, parce que moi j'en ai vu dans mon bureau, on essaye de les convaincre, elles me disent non monsieur, comme moi j'essaie d'avoir un management bienveillant, on a une vraie discussion, c'est-à-dire c'est une femme sensée qui vient me voir, qui a 35 ans et qui me dit écoutez non, voilà, moi dans mon équilibre de vie, j'ai ça, et ma seule réponse pour elle, c'est de lui dire écoute, ne t'en fais pas. Quand on va te coacher parce que tu as ta famille, ok, mais tu as aussi ton entreprise. Et puis, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 7 ans, là, tu auras 42 ans, tu auras 43 ans, tu auras 44 ans. Et à ce moment-là, si tu as envie de nouveau, parce que ça, il y a ce phénomène-là, plein de femmes qui vont accompagner leurs enfants jusqu'à 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Et puis après, elles ont envie de nouveau d'avoir une belle carrière. Donc nous, les entreprises, on a quand même une responsabilité. C'est-à-dire cette femme qui revient à 45 ans et qui dit « dites donc là ». J'ai raté le deuxième, mais maintenant il peut s'allumer avec vous. Et nous, il faut qu'on l'allume, mais ça veut dire qu'elle va faire 45, 55, 45, 60 ans avec de la progression de rémunération, avec la progression de responsabilité. Et ça, c'est notre responsabilité. Et c'est pour ça que la discrimination vieux-jeune, c'est une discrimination qui vient s'ajouter à la discrimination homme-femme. Marie, est-ce que chez toi, KPMG, on peut venir à n'importe quel âge pour rejoindre tes équipes, ou tu penses qu'il y a encore du travail à faire pour s'ouvrir vers cette tranche d'âge? Alors, nous, les recrutements que l'on a, je dirais, au-delà des premières années d'expérience professionnelle, en fait, c'est pour des rôles qui, effectivement, reposent sur une compétence sectorielle, technique, etc. Ce que l'on fait, il y a des associés qui rejoignent nos rangs, qui ont déjà une belle carrière derrière eux. Majoritairement, c'est quand même des jeunes que l'on recrute et que l'on forme, 2500 à peu près par an, alors que les expérimentés, c'est moins d'une centaine, très certainement. Donc, on a nous, on a plutôt un focus sur les jeunes, et à l'inverse, on a plutôt une préoccupation qui est de leur donner davantage la voix, parce qu'ils représentent l'essentiel de nos rangs. Et à l'inverse, tous les postes à responsabilité sont plutôt tenus par des partenaires qui ont un certain âge et un certain regard aussi sur les choses. Donc il y a des attentes qui, si on n'écoute pas suffisamment les jeunes, ne passent pas aussi, au rang aussi prioritaire que ça. Donc c'est la flexibilité par exemple, c'est la parentalité. Donc on a parlé beaucoup des femmes qui étaient mamans, mais les hommes aussi ont envie d'être auprès de leurs enfants, ont envie aussi d'avoir des parcours peut-être un peu moins linéaires que ce que l'on véhicule souvent dans nos cabinets quand même. Et on a donc donné la parole à une quinzaine de jeunes au sein d'un Next Gen Committee, comme on l'a appelé récemment. Et en fait, ils sont vraiment là pour alerter le COMEX, se préoccuper de ce qui leur semble essentiel pour eux, essentiel aussi que l'on ait en regard, en termes de priorité. Et ils nous ont beaucoup, sollicités sur ces sujets. Et ils sont force de proposition. Et moi, ce que je retrouve très intéressant aussi avec eux, c'est qu'on sort d'un management par la posture, c'est-à-dire chacun a son rôle, il y a une attente, il y a une démarche un peu peut-être politique ou un peu top-down, comme je le disais tout à l'heure. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir des gens de conviction et eux-mêmes agir en fonction de leurs convictions. Et pour revenir sur votre propos, Pierre, moi, quand j'ai la conviction qu'il y a quelque chose qui est à dire, je vais mettre les formes, mais je vais vraiment m'attacher à pouvoir le dire pour faire grandir, comme je le ferai finalement pour mes enfants. Je pense que de plus en plus de jeunes hommes ont envie de se sentir libres d'exprimer aussi des convictions. Les femmes, elles s'expriment quand c'est plus fort qu'elles, il faut qu'elles le fassent peut-être. Moi, je trouve aussi que dans cette génération plus jeune, il y a sans doute moins de disparités, moins de stéréotypes dans les attentes, dans les démarches et dans les leviers d'action vraisemblablement. Donc on a, nous, un enjeu qui est plutôt d'écouter davantage les jeunes que Jean-Luc, je vous vois... Pardon, Marie. Pardon.
Jean-Luc, vous vouliez intervenir, je vous ai vu... Non, j'ai pris des notes parce que comme je trouvais que c'était une bonne idée, je me suis mis un truc qui s'appelle idée, dans lequel je me disais, tiens, je vais faire la même chose qu'elle. Hein, c'est aussi Vous aurez deux comptes rendus. D'abord, vous aurez les vidéos qui ont été prises, qui vous sont soumises. Vous ferez le cleaning qui sera nécessaire. Et ensuite, nous publions, après chacune de nos réunions, un livre blanc, mais qui vous sera soumis avant. Donc, vous aurez, en principe, la substantifique moelle. Direct piller les idées que j'entends au fur et à mesure. J'ai toujours trouvé ça... c'est une des bonnes façons d'être performant, hein, c'est de regarder les bonnes pratiques ailleurs et d'essayer de les copier. Mais c'est notre objectif, surtout qu'on copie, et c'est vraiment c'est la raison d'être des masterclass, c'est de communiquer les bonnes pratiques et qu'elles soient diffusées, généralisées le plus largement possible. Anne, Marie disait, parlait des jeunes, et on parlait de rôle modèle. C'est vrai qu'il y a très peu, alors je vais un peu exagérer, de femmes à des postes de responsabilité comme toi et comme Marie. Et j'avais envie de vous dire, quel conseil avez-vous envie de donner à des jeunes femmes qui vont vous regarder, qui vous observent, qui ont envie de devenir comme vous des présidentes des groupes tels que le vôtre? Qu'est-ce qu'en priorité vous allez leur dire comme conseil? Oser. Et justement, comme moi je me souviens très bien, j'avais le DRH qui me disait souvent « Ah non mais Anne, t'es rôle modèle ». Ah non, je lui ai dit « Je suis pas rôle modèle, moi je fais les choses à ma façon, comme je peux. Voilà, j'ai 3 enfants, j'ai un mari pilote, c'est super compliqué, je suis pas sûre que ma vie soit un modèle pour d'autres femmes. Mais j'y trouve un équilibre et je pense que ce qui est important, c'est que moi je considère qu'on est performant si on est heureux au travail. Et donc, le bonheur, c'est quand même quelque chose de très personnel. Moi, c'était hyper important d'amener mes enfants tous les matins à l'école. Mais il y en a d'autres, c'est plutôt d'être là pour faire le dîner le soir. Et ça, c'est pas un modèle, c'est une façon de trouver la façon d'équilibrer. Et parce qu'on dit souvent, oui, l'équilibre vie pro, vie perso, mais honnêtement, c'est la même vie, non ? Il n'y a pas un jour, c'est la même vie. Et donc, c'est juste de trouver la façon dont tout ça c'est un puzzle en fait, hein, finalement. Et il y a des moments où j'ai travaillé beaucoup et où j'étais très très épanouie, j'étais heureuse parce que je sentais du sens dans ce que je faisais. Et d'ailleurs, d'autres moments où j'avais moins de travail et où, franchement, je me disais, non, mais là, il faut que je change de boulot, que je fasse autre chose, etc. Donc, je pense que c'est plutôt ça, c'est de dire, tout est possible. Voilà. Mesdames, et d'ailleurs, messieurs, tout est possible, mais faites votre chemin et toujours écoutez-vous. Parce que moi, je pense que le meilleur baromètre, ou en tout cas indicateur dans la vie, c'est s'écouter. Moi, à chaque fois que j'ai senti que ça allait pas bien, j'aurais dû parfois, hein, et quand j'étais plus jeune, je m'écoutais moins, je me disais, bon, voilà, allez, baisse la tête, ça va passer. Maintenant, c'est vrai qu'avec l'expérience, je me dis, quand ça me plaît pas, je le dis, et je change les choses. Oser et donner du sens, ça c'est une thématique que vous aimez bien, parce que la dernière fois vous êtes venu au masterclass, vous êtes intervenu sur cette question de donner du sens. Est-ce que vous pouvez peut-être encore revenir là-dessus vite fait ? Moi, je pense que moi, je parle du bonheur. Je pense que voilà, et je pense que mes équipes l'ont toujours senti. C'est parce que j'étais passionnée par ce que je faisais, parce que j'adorais aider mes clients, parce que voilà, je me lève le matin, parce que sinon, par moment, en effet, hein, on est là à faire des tableaux Excel. Dans l'absolu, c'est quand même pas le truc où on se dit mais pourquoi on y reste à 10h du soir en train de revoir des choses. Mais c'est juste parce que y a des entreprises qui avaient besoin d'aide, qui ont besoin d'être transformées, etc. Donc ce sens-là, mais c'est un sens assez personnel parce que pour moi, il y a voilà, des entreprises qui me touchent, des causes qui me touchent et qui sont importantes. Mais il faut qu'en effet, l'entreprise soit un endroit où chacun peut mettre ses talents au service du bien commun, parce que je pense qu'on est là aussi pour ça. Marie, quel conseil aux jeunes femmes Moi, je rejoins ce que vient d'exprimer Anne. C'est vraiment d'être soi-même, d'aller au bout de ses convictions. C'est possible, ce ne sera peut-être pas idéal tous les jours, mais chacune doit définir son chemin. Moi aussi, je suis assez possibiliste, donc c'est possible de
conjuguer différentes choses à partir du moment où c'est ce qui nous porte. Donc moi, je crois vraiment à ça. Et l'alignement de qui on est avec ce qu'on veut faire et ce qu'on fait au quotidien, ça a beaucoup de valeur. Je pense que ça mène très certainement à l'épanouissement. Donc moi, je crois vraiment à ça. Et je crois que ce qui peut libérer aussi beaucoup de la charge mentale un certain nombre de femmes, c'est de ne pas essayer de couper ce qui doit être fait côté famille, ce qui doit être fait. Voilà, c'est de conjuguer les choses, chacun à sa façon, chacun essaye de faire au mieux, et c'est déjà pas mal. Oui, et je pense que ce qui est important aussi, c'est de libérer les femmes. Et je l'ai vu parce que moi, je pense que quand j'avais 30 ans et tout, j'essayais de tout bien faire. Je voulais être une mère parfaite, je voulais être une consultante parfaite, etc. Bon, aujourd'hui, je pense que le 80-20... et finalement, je me suis rendu compte que ça n'enlevait pas à la qualité de ce que je délivrais, mais juste aller refaire les annexes la veille d'un copil, ça sert à rien. Il y a des choses qui, par moment, c'est pas le moment de les faire, etc. Et de pas se mettre une espèce de surpression permanente à devoir tout délivrer. Il y a un temps long aussi dans la vie, quoi. On court pas un sprint. On est plutôt dans un marathon, donc il faut aussi préserver ses forces pour durer. Jean-Luc, peut-être encore un ou deux conseils aux jeunes femmes, mais hommes, qui veulent avoir des postes de responsabilité. Leurs conseils, c'est vous les gardez. Je les donne, donc la preuve, je les note. Alors, vous voulez pas rajouter quelque chose? Je dirais que la quête de sens, pour moi, c'est devenu quelque chose de très important en entreprise de façon plus générale. Moi j'ai créé mon entreprise et c'est pour ça que l'idée du bien commun, elle est tout à fait importante. Nous, on lutte pour une planète plus verte, on lutte aussi pour une société plus fraternelle. J'avais mis ça dès le départ et en fait, plus le temps passe, plus on voit que ça a du sens. C'est-à-dire on attire énormément de gens parce que ils n'ont pas envie de vendre des armes sur la planète, mais avoir une planète plus verte, oui, ça, ils sont prêts à se battre et à passer des heures. Et donc, je pense que là... Mais là, on est loin de votre... Non, mais c'est intéressant, la planète verte, c'est notre prochaine thématique, puisqu'on a déjà 3 patrons qui vont venir partager, échanger sur les risques climatiques. Et ça, ce sera le 25 janvier, donc vous êtes tous invités. Ce sera une masterclass autour de Xavier Huard, Jean-Dominique Sénard et puis Marie-Gabrielle Gauthier, donc Total, Vinci et Renault. Donc, vous avez la prochaine table ronde. Pierre, pardon. Oui, j'ai peut-être une question qui fâche, mais elle est autant pour l'audience que pour nous. Nous sommes convaincus, donc, de la place qu'il faut donner aux femmes dans nos entreprises. Or, les DRH, nos services de relations humaines, sont essentiellement staffés par des femmes. Pourquoi est-ce que nous avons toujours à traiter ce problème? Est-ce qu'elles ont des instructions machistes? Est-ce qu'elles s'auto-censurent? Pourquoi est-ce que les directrices des ressources humaines, et j'en connais quelques-unes dans la salle, pourquoi est-ce que les directrices des ressources humaines ne poussent pas le management à recruter plus de femmes? C'est elles qui reçoivent les CV, c'est elles qui sélectionnent les CV, c'est elles qui font les interviews, c'est elles qui présentent les candidats au management. Je pense qu'on leur donnera la parole. Ça me permet de me tourner vers Lucie et Michael pour, si vous avez des questions, là j'ouvre les questions au public. Donc si vous voulez intervenir, Lucie, Michael, Claire et Cécile que je vois, DRH, peut-être que tu as envie d'intervenir, répondre à Pierre sur cette question. Pourquoi les DRH ne recrutent pas plus de femmes ou ne poussent pas au recrutement de femmes? Peut-être te présenter, s'il te plaît. Oui, Cécile Zuber. Donc, je suis effectivement en charge du talent et de la culture au sein du groupe Aguerre. Dans mes équipes, j'ai effectivement tout le service du recrutement. Donc, cette question est tout à fait très pertinente. Donc,
En fait, il y a des processus à mettre en place, des règles qu'on peut mettre en place, du type pour chaque poste ouvert, on veut une parité dans les candidatures, si tant est que ce soit possible sur certains métiers, mais enfin, de manière générale, c'est quand même possible. Après, là où on se confronte à une vraie difficulté, c'est qu'au final, les personnes qui décident ne sont pas les ressources humaines, c'est souvent le manager, que ce soit un homme ou une femme, qui va prendre la décision finale, bien que effectivement la fonction RH a une capacité d'influence dans la décision. Mais au final, c'est quand même le leader ou le manager qui prend sa décision. Et je crois que ce qui est compliqué aujourd'hui, dans les situations où ça se présente, c'est que parfois il y a un manque de conviction. C'est-à-dire qu'à compétence égale, personnellement, j'ai la personnelle conviction qu'il faut être intentionnel dans son recrutement. Sinon, les lignes ne vont pas bouger. Et cette conviction-là n'est pas forcément partagée par les leaders ou les managers dans leurs décisions. En fait, ils vous disent, il n'y a pas de problème, j'ai pas de problème de prendre une femme. Mais au final, la décision se porte souvent sur un homme. Et moi, mon interprétation, c'est qu'en fait, il n'y a pas une conviction et une intention particulière d'aller au bout des choses de manière à faire changer les lignes. Voilà. Donc, une question que j'ai personnellement, c'est comment j'arrive à faire bouger les lignes de ces managers et de ces leaders dans leurs propres convictions. Et vous êtes bien placé pour savoir que changer une conviction de quelqu'un, c'est vraiment très compliqué. Voilà. Michaël, Lucie, vous voulez peut-être intervenir? Pardon. Et je vais peut-être rajouter quelque chose là-dessus. Moi, j'avais été très surprise quand j'ai quitté Roland Berger. J'avais déjà trouvé un job, mais à ce moment-là, tous les chasseurs de tête m'ont contacté. Et en fait, on me proposait la même chose. Alors moi qui fais de l'IA, je me suis dit, en fait, on est vraiment là dans les biais cognitifs. C'est-à-dire que j'ai été senior partner dans un cabinet de conseil, on me propose exactement la même chose. Or, si on veut changer, et là je suis d'accord avec vous Jean-Luc, c'est qu'il faut changer les viviers. Il faut mettre d'autres types de personnes, etc. J'ai été très étonnée. Alors j'étais contente parce que justement, il y avait un entrepreneur qui m'avait proposé un job complètement différent, qui m'a permis de faire un pas de côté. Mais sinon, les systèmes sont quand même organisés aussi pour qu'on reproduise éternellement les mêmes modèles. Voilà. Et je vous dis, dans l'IA, on explique que c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, et donc il faut bien faire attention aux données qu'on va donner aux algorithmes, mais c'est la même chose pour l'intelligence humaine. C'est-à-dire qu'il faut montrer que des profils différents, des femmes plus vieilles, des formations autres vont finalement, potentiellement, donner des résultats encore meilleurs finalement que tout ce qu'on connaît. Et ça, je pense que c'est un des enjeux, en fait, de la diversité au sens large. Marie, peut-être? Alors, nous, effectivement, on recrute aussi beaucoup chaque année et on s'aperçoit qu'on recrute finalement qui on est. Donc, globalement, il y a un effet miroir. Et donc, si on veut faire bouger les lignes, il faut faire très attention à ceux qui vont être justement les décisionnaires, c'est-à-dire ceux qui vont aussi projeter une image. Donc, il faut la diversité dans ceux qui vont recevoir les candidats et puis cette diversité dans ceux qui vont prendre les décisions. Parce que si on n'a pas cette diversité-là, on reproduit les schémas habituels, confortables, éprouvés. Et de la même façon, on a quelques personnes qui font des chasses ciblées au sein de notre organisation. Si ce ne sont pas des personnes qui vont aller twister un tout petit peu les recherches, on va toujours aller chercher les mêmes profils. Et donc, en fait, ces personnes-là, dans les ressources humaines ou dans les équipes opérationnelles qui accompagnent le recrutement, elles sont décisives. Pour aller dans votre sens, j'ai eu un DRH, je l'ai recruté, je crois qu'il avait 61 ans, donc il a fait 61-65 chez nous. Et il m'avait dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il m'a dit, vous êtes la première entreprise dans laquelle je suis capable de dire à mon président, je préfère ce candidat de 55 ans, BTS ou IUT, au centralien de 35 ans qui est en concurrence sur le poste. C'est la première fois de ma vie que j'ose, moi, pouvoir le dire à mon président sans avoir l'impression qu'il va me prendre pour un fou en se disant mais c'est qui ce DRH qui me donne ce conseil complètement. Et donc il faut se remettre en cause. Là, je suis d'accord, il faut...
D'où le fait que réellement le message il part de la tête vers À la Exactement. conviction intime Ouais. du président sur le fait que la diversité, c'est pour ça que moi j'aborde toujours le problème sur la totalité de la diversité. Ouais. Jeunes et C'est ça. vieux, Ouais. diplômés, non diplômés, de couleur, sans couleur, de religion, athées et hommes et femmes, parce que c'est cet ensemble-là qu'il faut balayer. Hein. Mais c'est peut-être que vous êtes un entrepreneur. Je pense que ça aide aussi quand c'est votre entreprise. Ah, ça aide. On est capable de prendre des risques et c'est ça hein, qui amène. Parce que c'est une prise de risque, mais tout recrutement est une prise de risque. Après, plus ou moins forte. Il y a Michael qui trépide, qui a envie d'intervenir. Non, il y a beaucoup de choses. C'est très riche. Moi, ça me fait sourire. Vous parliez des programmes de femmes. Moi, à un moment donné, on m'a proposé de rentrer dans un programme de leadership pour les Noirs. Je dis à un moment donné, c'est quand même un peu. Mais il y a un côté très américain là-dedans. Par contre, Ouais. anglo-saxon. Par contre, moi, je suis très optimiste. Il y a plein de choses qui changent quand on voit. Mais oui. Dans beaucoup d'entreprises, et on prend par exemple les entreprises de la tech, quand on voit en France les dirigeants des entreprises de la tech, il y a beaucoup de dirigeantes maintenant, Microsoft, Salesforce, IBM, donc ça change. Après, il faut faire attention comment est-ce qu'on met le curseur, parce que vous parliez d'exclusion, et je pense que j'ai des collègues et des amis dans des entreprises qui se disent « Bon, moi, j'ai arrêté de croire à mon niveau de carrière parce que je suis un homme. » Et quand j'entends ça, je me dis il faut faire attention à comment est-ce qu'on gère la chose. Donc, c'est vraiment la notion d'inclusion. Mais là où je suis très optimiste, c'est que les notions de sens, de valeur, c'est ce qui, pour les nouvelles générations, fait de plus en plus de sens et ce qui recharge dans l'entreprise. Et même si c'est des mots qui sont affichés sur les murs, les gens voient l'inadéquation de plus en plus entre ce qui est dit et ce qui est réellement. Une culture d'entreprise, on peut pas mentir. On ne peut pas se dire, si on est humble et que votre chef vous dit et énonce son CV pendant 18 heures et parle de ce qu'il a fait et comment il est beau, hein, ça ne va pas matcher. Et les gens le sentent aujourd'hui. C'est les nouvelles générations qui le sentent et elles le portent. Mais ce n'est pas que les nouvelles générations, c'est de plus en plus les gens ont cette recherche de sens. Donc je pense que ça va aller dans le bon sens. Après, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, c'est on n'améliore pas ce qu'on ne mesure pas. Il faut être réaliste. Il faut juste le faire, comme dans tout ce que l'on fait, il faut le faire d'une manière intelligente. C'est peut-être plus... on dit que c'est peut-être plus facile dans les entreprises familiales, mais je pense que c'est dans toute entreprise, il y a une notion de leadership. Et dans les entreprises familiales, comme dans les entreprises du CAC 40 ou ailleurs, c'est le leader qui fait la différence. Et souvent, les gens, maintenant, ils regardent... telle personne a dit telle chose, Anne a dit ça, Marie a dit ça. Donc c'est vraiment ce que les gens regardent. Et c'est pour ça que les choses commencent à changer et vont changer de plus en plus. Par contre, il faut faire attention à ne pas exclure des gens, donc ne pas exclure... on parle souvent de l'homme blanc de 40 ans. Il ne faut pas qu'il se sente exclu non plus d'ailleurs, parce que d'un seul coup, on le stigmatise. Et il n'y a rien de mal à être un homme blanc de 40 ans, comme il n'y a rien de mal à être une femme noire de 65 ans. Voilà, donc c'est ce genre de choses, il faut faire attention. Alors, je n'ai pas la solution, mais je pense que c'est en parlant... Et je pense que parler d'homme-femme, parler de diversité, il y a un côté un peu dangereux, c'est que justement, ça stigmatise. Et dans tout ce que vous avez dit, il y a un dénominateur commun, c'est la personne, la valeur et ce que chacun est. Vous avez raconté votre histoire, et c'est ça qui fait la différence. Et finalement, on est tous des êtres humains différents et c'est cette alchimie qui fait qu'une entreprise fonctionne. Donc ça, c'est pour moi, il faut en revenir à l'être, à l'homme avec un grand H ou la femme avec un grand F. Je ne sais pas comment on peut le définir, mais à l'être humain. Et je pense que c'est ce qui va faire la différence. Et c'est les entreprises qui font attention à chaque personne une par une. Alors c'est difficile, ça prend du temps, mais c'est ça qui va faire que l'alchimie va pouvoir se porter. Voilà. Non, je pense que notre rôle à tous et de diffuser, communiquer les idées, les bonnes pratiques que nous venons d'identifier. Elles sont nombreuses, elles ne sont pas évidentes à mettre en place. Moi, j'ai été très frappé, Jean-Luc, par un certain nombre de choses que vous nous avez dit et le courage que vous avez à le mettre en œuvre réellement dans l'entreprise. C'est impressionnant et il faut que c'est exactement le genre de message que nous souhaitons partager et diffuser. Alors, ce que nous allons faire, comme chaque fois, c'est diffuser
2 documents vidéo, un document court qui est une courte synthèse de présentation de cette session et un document long qui reprend l'essentiel de nos discussions. Ces documents, bien sûr, vous seront soumis pour approbation avant diffusion et nous publierons ensuite le livre blanc qui mettra en lumière les bonnes pratiques et nous diffuserons très largement ce livre blanc à travers tous les secteurs de l'industrie. C'est notre objectif, c'est la fonction des masterclass. Merci d'être venus et surtout merci à vous trois réellement pour cette contribution qui a été éclairante sur un sujet qu'on croit déjà totalement défriché et on voit que ce n'est pas le cas. Pierre, peut-être je vais me retourner vers vous pour un mot de conclusion à tous les trois, parce que là, Pierre a conclu, mais je reviens vers Anne, vers Marie et Jean-Luc pour que vous apportiez un dernier mot de conclusion. Non, mais moi je pense que tout a été dit. Moi je suis tout à fait d'accord avec les interventions qui ont pu avoir. Voilà, c'est une question d'individu et pas de sexe, pas de couleur, voilà, et qu'il faut en effet, dans une société où on va travailler de plus en plus longtemps, il faut que chacun trouve sa place, son rythme, voilà, et en effet, l'inclusion est absolument essentielle. Jean-Luc ? J'allais dire, si j'ai une forme de fierté sur mon parcours d'entrepreneur, c'est démarrer de zéro pour arriver, on verra où on en sera bientôt, mais on m'avait promis que les bonnes idées, les idées généreuses conduisaient à la faillite. Et j'essaie de démontrer que les idées généreuses conduisent à la réussite. Et j'aurais plutôt tendance à dire ça sur votre sujet à vous. L'égalité homme-femme, ça conduit à la réussite. Oui. Et je dirais encore plus quand c'est votre entreprise où vous êtes fondamentalement convaincu de ça. Et je dirais une forme de fierté à montrer que oui, c'est pas du greenwashing, c'est pas des idées pour les journaux. C'est que je crois vraiment à ce modèle-là. Et donc, je pense qu'il faut recruter des femmes et les mettre en position de dirigeante, oui. Merci. Marie, il faut recruter plus de femmes ? Faut les payer autant que les hommes ? Et les aider à grandir. Moi, je reviens sur un terme que, Lucie, vous avez mentionné tout à l'heure, c'est ensemble. C'est le nom du projet, en fait, que j'ai porté pour KPMG, parce que fondamentalement, c'est ensemble, dans cette richesse, dans cette diversité qu'on va y arriver. Et moi, je souhaite que chacun de nous soit un peu plus lui-même dans ce collectif et un peu plus agissant, parce qu'on a parlé beaucoup de communication. Je pense que chaque pas compte, les petits, les grands, et c'est le mouvement collectif qui va faire que, voilà, on va induire le changement qu'on souhaite tous voir émerger beaucoup plus rapidement et avec une échelle beaucoup plus large encore. Merci à tous.